Alors, nous allons laisser donc la parole au docteur Batdo, donc sur l'actualité des AG. Je vous laisse la parole. Merci Justine. Je vais partager mon écran pour... Donc, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette soirée, malgré un beau temps frais. Et donc, j'ai eu l'occasion d'accepter en fait cette invitation à vous parler des actualités des arthrites juvéniles idiopathiques. Donc, je suis Valérie Badot, je suis chef de clinique de rhumatologie au CHU Bruckmann, mais je suis également consultante en rhumatologie pédiatrique à l'hôpital des enfants. Par ailleurs, je suis également présidente de la Société royale belge de rhumatologie et membre également du Belgium Group of Rhumatopédiatrie, mais également du groupe européen Printo, dont je vous parlerai plus tard. Alors, je voulais juste commencer d'abord par remercier Claire pour cette invitation, vous remercier aussi pour être présent et pour écouter cette webconférence. Je remercie Justine, Alexandre et tous les autres, et je vous rappelle que ces personnes fantastiques travaillent de manière bénévole à l'association, enfin, la SBL Claire, qui regroupe, comme vous le savez, un ensemble d'associations de patients pour des pathologies inflammatoires, notamment des arthrites juvéniles idiopathiques. Je vous rappelle, juste j'en profite pour l'invitation à nous rejoindre le 23 avril 2022 pour la journée de Claire, qui aura lieu à Otigny, mais je pense qu'on vous en parlera également. Et je vous rappelle que toutes ces webconférences sont enregistrées et vous pouvez les regarder les unes après les autres ou de temps en temps, puisque tout est enregistré et donc c'est important de pouvoir regarder ce qu'on vous propose, mais on n'a pas toujours les possibilités de le faire au moment où cela est programmé. Donc, je vous encourage à vraiment regarder ces différentes webconférences très importantes, très intéressantes. Alors, je vais essayer de faire ce séminaire un petit peu en deux parties, un peu d'une petite heure. D'abord, en m'adressant, parce que c'est un peu difficile de parler d'actualité de l'arthrite juvénile, sans quand même rappeler ce que c'est. Et donc, je proposais de faire la première partie pour les nouveaux patients, de rappeler un petit peu ce que sont les arthrites juvéniles idiopathiques, comment est-ce qu'on fait la mise au point, quel est le suivi, quel est le traitement, quels sont les manques actuels, de façon à comprendre pourquoi on s'intéresse grandement aux nouveautés dans l'arthrite juvénile idiopathique, que ce soit dans le diagnostic, dans le suivi, dans le traitement, dans l'évolution des patients. Donc, c'est important de pouvoir rappeler et de refaire un petit peu le point pour tout le monde, pour que tout le monde puisse être informé de cela. Alors, qu'est-ce que l'arthrite juvénile? Eh bien, comme vous le voyez, c'est une pathologie qui va toucher des enfants, qui va se caractériser principalement par des arthrites. Alors, ces arthrites, ce n'est pas des douleurs, ce n'est pas des gènes, c'est vraiment une douleur avec un gonflement articulaire d'allure inflammatoire, avec un rythme bien particulier, souvent donc le matin, avec une difficulté en fin de position prolongée, l'immobilisation prolongée, donc une raideur matinale importante. Il faut une arthrite avant de parler d'arthrite juvénile idiopathique. Et donc ça, c'est tout le défi qu'on a d'abord, c'est de pouvoir identifier, de trouver, de diagnostiquer et de pouvoir identifier le type d'arthrite dont il s'agit. Une arthrite qui peut toucher toutes les articulations. Par définition, cette arthrite est de cause inconnue. Donc ça veut dire que l'enfant qui va présenter une arthrite va malheureusement devoir bénéficier d'un certain nombre de bilans et d'examens, puisqu'il faut exclure toutes les autres causes. Et ces autres causes peuvent être infectieuses, septiques principalement, donc à cause d'un microbe, mais il y a d'autres maladies inflammatoires et chez les tout-petits, il y a un diagnostic difficile qui peut mimer une arthrite, que sont les cancers, notamment les cancers du sang. Donc, il faut vraiment faire attention et exclure toutes les autres causes éventuelles avant de parler d'arthrite juvénile idiopathique.
c'est par définition une arthrite qui débute avant l'âge de 16 ans. Et là, on peut comprendre que déjà, il y a un gap entre 16 et 18 ans, entre l'adolescence et l'état adulte. C'est parfois un petit peu des errances diagnostiques. Et cette arthrite va entraîner des douleurs et surtout une mobilisation difficile qui peut être différente en fonction, vous allez voir, de l'arthrite ou des types d'arthrite. Actuellement, cette arthrite n'a pas de cause connue. Donc, on ne sait pas la raison pour laquelle les enfants font des arthrites, comme c'est le cas d'ailleurs pour les adultes, mais on sait qu'il y a des influences multifactorielles qui interviennent et dont on parle beaucoup maintenant, notamment sur le plan génétique, où il y a des susceptibilités génétiques, des facteurs d'environnement, donc comme par exemple chez les adultes le tabac, chez les enfants, il n'y a pas encore vraiment de cause environnementale identifiée, mais il peut y avoir des influences environnementales, des modes de vie et d'autres facteurs plus compliqués qui peuvent intervenir. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas qu'une seule arthrite. Donc, quand on vous parle d'arthrite juvénile, vous allez voir qu'on va devoir faire un bilan et outre pour exclure d'abord des causes autres, mais il va falloir aussi également essayer de comprendre quel type d'arthrite juvénile c'est, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Et aujourd'hui, comme vous le voyez sur cette petite diapositive en dessous, il y a progressivement et au cours du temps des classifications qui s'installent progressivement, qui sont encore, certes, pas tout à fait complètes, où il y a encore des révisions, il y a encore des choses qui changent, mais vous voyez que progressivement, depuis les années, plus ou moins la fin des années 80, on a commencé à pouvoir identifier des arthrites juvéniles complètement différentes les unes des autres, qui sont différentes non seulement par la présentation clinique, c'est-à-dire par la présentation des symptômes, mais également par les découvertes d'anomalies de la prise de sang, de gènes éventuellement qui influencent, et éventuellement des antécédents personnels ou familiaux. Donc, il y a tout un questionnaire et une recherche qui va, sur le plan interrogatoire et de l'examen, va aboutir à essayer d'identifier quel type d'arthrite juvénile il s'agit, qui peut être différente également en fonction de l'âge d'apparition, du sexe, et qui probablement a des mécanismes différents, qui pourra expliquer que les arthrites juvéniles n'ont pas le même pronostic et ne vont pas nécessiter le même type de traitement. Donc ça, c'est important, surtout aujourd'hui où on a quand même développé beaucoup de molécules différentes et on a fait un progrès thérapeutique important qui nous amène maintenant à savoir que certaines arthrites peuvent bénéficier d'un traitement alors que d'autres n'en ont pas besoin et inversement. Donc, c'est très important de pouvoir classifier au mieux ces différents types d'arthrites juvéniles. Et aujourd'hui, on sait qu'il existe des formes dites oligo-articulaires qui concernent une arthrite une atteinte articulaire de moins de 4 articulations qui peut soit être étendue, soit rester persistante dans les 6 mois qui suivent. On peut avoir des formes polyarticulaires avec facteurs rhumatoïdes ou anti-CCP qui sont des marqueurs auto-immunitaires que l'on voit notamment dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est les mêmes anticorps. Certaines formes d'arthrite juvénile ont ce type d'anticorps, mais ne représentent que 10% des arthrites juvéniles idiopathiques. C'est important de savoir que toutes les arthrites juvéniles idiopathiques ne sont pas des polyarthrites rhumatoïdes de l'enfant. Alors là, je m'adresse évidemment aux gens qui ont l'habitude de ces maladies inflammatoires articulaires, dont la plus fréquente est la polyarthrite rhumatoïde. Nous avons également les formes associées au psoriasis. Nous avons les formes qui sont dites des arthrites associées aux enthésites, qui correspondent un petit peu à une autre maladie que l'on peut voir chez les adultes, qui est la spondylarthrite ankylosante, ou le range, le domaine des spondylarthropathies. Et il y a également la dernière forme qui est un petit peu plus compliquée, qui est la forme systémique, dont nous allons un petit peu plus expliquer les différentes particularités. Et donc, ces différentes classes nécessitent, et vous allez voir dans la deuxième partie, des revues et des réunions qui nous permettent de pouvoir le mieux possible classifier et mieux catégoriser ces différents types d'arthrite juvénile, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment un marqueur ou quelque chose qui nous permette de nous dire à 100%
que c'est cette forme-là plutôt qu'une autre. C'est un ensemble de données cliniques, de prise de sang et éventuellement d'antécédents ou d'apparition de la maladie qui nous font orienter la pathologie vers tel groupe ou tel groupe. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser à une arthrite juvénile? Ça, c'est un petit peu la question qu'on a. Vous savez, soit on a entendu parler, on s'inquiète, on va voir le médecin, soit il y a quelque chose, on ne connaît pas cette maladie et on va voir un spécialiste après 10 médecins qu'on a vus. Donc là, il y a un petit peu une nuance qui doit être faite. Il faut rappeler que cette maladie n'est quand même pas si fréquente que ça, puisque la prévalence est de 1 enfant pour 1000, voire un petit peu moins, avec une incidence qui varie en fonction des différentes études. On n'a pas beaucoup de données précises, notamment en Belgique, sur l'incidence et la prévalence de cette pathologie, mais mondialement, on sait qu'elle fait partie des maladies rares et évidemment, il y a fort heureusement peu de patients qui souffrent de cette maladie, mais suffisamment que pour bien la connaître et mieux la traiter. Alors, sur le plan articulaire, comme je vous l'ai dit au début, c'est des gonflements, c'est une articulation qui gonfle. Alors, cette articulation peut être soit douloureuse, parfois dans les formes dites oligo-articulaires, les formes ne sont pas tellement algiques et donc ne sont pas tellement douloureuses et sont plutôt le siège d'une difficulté de mobilisation, voire d'un évitement de mobilisation d'articulation, avec une position qui peut devenir un petit peu vicieuse au cours du temps. Et donc, on a cette atteinte articulaire qui peut être surtout gonflée, douloureuse, de mobilisation difficile, avec une majorité, enfin une importance au niveau de la gêne le matin. Les enfants sont peuvent être, quand ils sont tout petits, ronchons, un petit peu difficiles, ils pleurent. Plus tard, dans l'adolescence ou dans la petite enfance, on a des enfants qui sont un peu plus, qui mettent plus de temps à se réveiller le matin ou bien qui s'isolent un petit peu. Donc, c'est parfois un peu difficile de pouvoir orienter, mais il y a toujours un critère articulaire qui est évident. Et donc, un enfant qui est fatigué ne suffit évidemment pas pour penser à une arthrite juvénile idiopathique. Toutes les articulations peuvent être atteintes et il y a des articulations qu'il faut spécifiquement surveiller, notamment dans certaines formes. Alors, ATM, ça signifie les articulations temporomandibulaires, c'est-à-dire les articulations de la mâchoire, qui peut être un site important dans les arthrites juvéniles et qu'il faudra surveiller également. Alors, outre les atteintes articulaires, dans certaines formes, on peut avoir des atteintes extra-articulaires. Et ces atteintes extra-articulaires peuvent parfois faire toute la différence dans le pronostic de la maladie. Outre le risque articulaire au cours du temps, il peut y avoir un risque d'atteinte extra-articulaire, comme notamment les yeux, on va le voir, où il peut y avoir des inflammations au niveau des yeux, ou dans les formes systémiques, il peut y avoir des températures, des fièvres inexpliquées qui durent plus de 6 semaines, qui sont récurrentes, avec des rages cutanées, des éruptions, des atteintes qui peuvent être aussi au niveau du poumon ou au niveau du cœur. Ça, c'est ce qu'on voit dans les formes systémiques. On peut voir ça également chez des patients qui ont des antécédents familiaux, dont le papa ou la maman souffre de spondylarthropathie, de psoriasis ou de maladies digestives inflammatoires comme la maladie de Crohn ou la rectocolite ulcéro-hémorragique. Alors, ce ne sont pas des maladies des maladies qui se transmettent génétiquement, c'est des prédispositions à développer la maladie quand on retrouve ces maladies chez les parents du premier ou deuxième degré. On peut aussi penser à une arthrite juvénile quand il y a un défaut de trouble de la croissance, quand il y a une cassure de la courbe de croissance d'origine peu claire, quand il y a des malformations localisées. Donc, il n'est pas rare de voir parfois chez les enfants qui ont du mal à s'exprimer, de tomber uniquement sur un bras, comme vous le voyez sur la photo centrale, un bras qui ne sait plus se tendre et on ne comprend pas très bien pourquoi, alors que l'enfant ne s'est jamais manifesté ou d'un blocage articulaire. Donc, toutes ces situations peuvent effectivement faire penser à une arthrite juvénile idiopathique et demander dès lors à consulter le rhumatologue ou le médecin traitant, bien entendu. Alors, ici, je vous ai fait un résumé d'un petit peu toutes les différentes formes d'arthrite juvénile idiopathique qui va être difficile de résumer un par un. Donc, on va en parler dans les diapositives prochaines. Et vous voyez que cela résume un petit peu
la difficulté qu'on a de pouvoir classifier, catégoriser toutes ces arthrites. Et vous voyez qu'il y a des moments dans la vie où ces formes articulaires d'arthrite juvénile surviennent plus fréquemment. La systémique, c'est plutôt dans la toute petite enfance, avec des filles et des garçons qui sont conjointement atteints. Dans la forme oligo-articulaire ou dans la forme polyarticulaire, il y a plus souvent des filles, alors que dans la forme d'arthrite associée aux anthésites, il y a plutôt des garçons, et plutôt vers 10-12 ans, on peut voir apparaître ces pathologies, ces maladies. Les différentes formes se distinguent par leur présentation clinique, mais aussi par leurs atteintes extra-articulaires, systémiques dans la forme systémique, c'est-à-dire systémique, ça veut dire que plusieurs systèmes sont atteints, des atteintes oculaires dans la forme oligo-articulaire, on va en parler, voire des atteintes inflammatoires du tube digestif, comme dans la forme des arthrites associées aux anthésites. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir, il faut connaître, et ça nécessite dès lors une demande d'examen complémentaire qui va aller cibler ces différentes recherches d'anticorps, de gènes, ou bien d'examens complémentaires pour rechercher et pour identifier ces différentes classifications de maladies, afin, comme vous le voyez dans l'extrême côté du tableau, de pouvoir donner les médicaments qui sont à disposition, qui sont efficaces, mais qui ne doivent pas être donnés chez tout le monde et dans toutes les formes. Donc, il y a maintenant une procédure et une recommandation qui est très typique en fonction du type d'atteinte, du type de la forme d'arthrite juvénile idiopathique. Alors, je commencerai ici avec un petit cas illustratif d'une petite fille de 7 ans et qui, dans la majorité des cas, peut être même plus jeune, vers 3-4 ans d'ailleurs, où on observe, où elle vient à la consultation pour un gonflement. Donc, vous le voyez sur cette diapositive, sur la photo, il y a un gonflement au niveau de ses genoux. Je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. En tout cas, vous voyez ici qu'il y a au-dessus du genou, il y a un gonflement assez important qui est plein de liquide au niveau de ses genoux et qui, en fait, n'est pas très douloureux pour cette jeune fille qui fait qu'en fait, on n'a pas vu ça tout de suite, d'après ce que le papa signale. Il se rend compte que finalement, cette présentation n'est pas très aiguë, et donc elle ne sait pas dire exactement depuis quand ça date, du fait que la petite fille n'a pas vraiment beaucoup mal à ses articulations. Elle a une boiterie, c'est-à-dire qu'elle boite un peu, mais ce n'est pas douloureux au sens propre d'une arthrite, comme on peut le voir dans d'autres atteintes articulaires. Elle joue, elle va à l'école, mais sa marche est donc difficile. Elle pleure un peu le matin pour se lever, mais c'est ça en plus, une fois qu'elle est partie, tout va très bien. Et donc, en fait, cette atteinte dure depuis plus d'1 mois, et peut-être même plus, me dit le papa. Et donc, nous sommes face, effectivement, après un notre très spécifique, l'absence de risque ou de problèmes infectieux ou autres, nous sommes probablement face à une petite fille qui souffre d'une arthrite des 2 genoux et qui souffre particulièrement d'une forme dite oligo-articulaire. Cette oligo-arthrite de l'enfant est la forme la plus fréquente de toutes les arthrites juvéniles idiopathiques. Elle représente plus ou moins 50% des formes des arthrites juvéniles idiopathiques, et elles sont majoritairement chez la petite fille. C'est 4 articulations maximum dans les 6 premiers mois, avec une atteinte qui peut être asymétrique, c'est-à-dire que c'est une cheville droite et éventuellement un genou gauche. Ça peut être un orteil, c'est assez disséminé et ce n'est pas très nombreux. C'est surtout les grosses articulations et c'est plus gênant que douloureux. Alors, après 6 mois, on parlera d'oligo-arthrite persistante si ça reste à moins de 4 articulations, ou d'étendue si ça atteint, ce qui peut être le cas, plusieurs articulations. Cette forme est relativement bénigne, mais elle nécessite une surveillance importante et obligatoire de l'œil, parce que ces enfants peuvent faire des inflammations de l'œil qu'on appelle des UVI, dites blanches, qui peuvent provoquer à long terme une baisse de l'acuité visuelle, mais qui n'est pas symptomatique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas
que l'œil est douloureux, rouge ou symptomatique. Il faut le voir avec un examen spécifique qu'on appelle une lampe à fente. C'est un ophtalmologue qui a l'habitude de ce type de pathologie. Et particulièrement si dans la prise de sang qu'on va réaliser au bilan, on découvre un anticorps assez particulier, un marqueur de l'auto-immunité qu'on appelle le facteur antinucléaire, qui est un marqueur que l'on peut voir dans d'autres maladies auto-immunes, mais qui ici n'a pas d'identification bien précise. Et donc, lorsque cet anticorps est positif, à un certain taux, on doit majoritairement surveiller l'atteinte ophtalmologique, qui, selon les recommandations, sont de surveiller les examens tous les 3 mois ou tous les 6 mois dans les 2 premières années. Alors, dans la prise de sang, on doit faire des prises de sang chez ces patients pour objectiver un syndrome inflammatoire et objectiver l'élévation de protéines de l'inflammation et objectiver éventuellement la présence ou l'absence d'anticorps qui sont caractéristiques des arthrites juvéniles idiopathiques. Et il faut dès lors suivre principalement l'œil au long cours, principalement dans les 2 premières années. Ces formes-là sont assez faciles à traiter dans un premier temps. Elles peuvent répondre très gentiment à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, l'ibuprofène, par exemple, ça répond très, très bien à ce type de médicament et les enfants le tolèrent très bien, voire d'injections intra-articulaires de corticoïdes pour assécher l'articulation enflammée. Et en général, on peut très bien s'en sortir comme ça. Dans certaines formes, on devra utiliser d'autres médicaments de type éventuellement des traitements de fond qu'on appelle de l'édortrexate. Et si ça ne répond pas bien par la suite, comme ça va être le cas chez cette petite jeune fille, on va devoir la traiter par des anti-TNF, donc des médicaments qui sont plus spécifiques et qui s'administrent autrement, qui sont des agents biologiques que l'on donne dans ces formes plutôt réfractaires au lédortrexate. Depuis 2012, elle va très bien, cette jeune fille, et aujourd'hui, c'est une grande jeune fille qui n'a pas de complications et qui joue parfaitement bien au basket et qui va super bien. Et qui a même fait de la boxe, je pense d'ailleurs, et du karaté. Donc, vous voyez que ces pathologies peuvent avoir un très bon pronostic et ne sont pas toujours synonymes d'une atteinte sévère. Vous voyez ici l'exemple de toutes ces articulations gonflées qui, vous pouvez l'imaginer chez les enfants, sont un petit peu plus complexes à identifier que chez les adultes, d'où la nécessité d'avoir quand même des médecins compétents et qui ont l'habitude de ce type de pathologie. La deuxième forme d'arthrite juvénile que l'on peut voir, c'est l'atteinte polyarticulaire. C'est notre petite Nabila qui a 12 ans et qui vient à la consultation avec une arthrite et un gonflement des 2 mains, des 2 poignets, des 2 genoux, des 2 pieds, douleur, gonflement avec une importante raideur matinale, une importante difficulté à bouger le matin, des douleurs dans les mâchoires et qui, comme vous voyez, se présente avec des gonflements de toutes ces articulations, à la fois des poignets, mais aussi des premières rangées des métacarpales phalangiens des mains, des interphalangiens proximaux, mais aussi on retrouve la même chose au niveau des genoux et au niveau des pieds. Alors, ces formes polyarticulaires, c'est quand il y a une arthrite d'emblée de plus de 5 articulations qui peuvent être des 2 côtés, bilatérales, symétriques, des 2 mains, des 2 pieds, des 2 genoux. Il y a toujours ces caractères un peu de côté, avec parfois des atteintes temporomandibulaires, comme vous le voyez chez ce jeune homme, où il peut y avoir des répercussions à long terme de cette atteinte sur la croissance de la mâchoire et dès lors parfois sur le trouble du langage, et également du rachis cervical, de la colonne cervicale. Dans certaines formes, il n'y a pas d'auto-immunité présente, c'est ce qu'on appelle les polyarthrites séronégatives, ou bien il peut y avoir un facteur rhumatoïde, ce fameux anticorps que l'on retrouve dans les arthrites rhumatoïdes avec d'autres anticorps très spécifiques et qui ont un terrain de susceptibilité génétique qui sont également identiques et qui touchent particulièrement la petite fille entre 10 et 12 ans, particulièrement au moment, après la période de la ménage. Et surtout donc les petites filles, et ça représente que 10% des formes. Ces formes peuvent être très agressives sur le plan radiologique si elles ne sont pas traitées, avec des déformations, des érosions. La capsule articulaire qui est enflammée va venir grignoter l'articulation et ça
et l'os, pour réagir, peut fusionner. N'oublions pas qu'on est devant un os en croissance, et donc la croissance articulaire a toute son importance dans les arthrites juvéniles, puisque une croissance peut être altérée s'il y a une inflammation, même temporaire, c'est-à-dire et non traitée. Donc, c'est très important de pouvoir les identifier, et on a une priorité à traiter les enfants à cause de ce problème de croissance plus importante que chez les adultes, pour éviter d'avoir un handicap fonctionnel définitif avec des destructions articulaires qui sont irréductibles et qui, dès lors, doivent nécessiter très précocement un traitement de fond. La forme enthésite associée aux arthrites, ça, c'est la forme qui va toucher plutôt le garçon entre 8 et 15 ans, et qui peut être des arthrites, également de moindres quatre articulations, asymétriques. De nouveau, on retrouve un orteil droit et un genou gauche, qui peut être surtout associé à des tendinites, tendinite du tendon d'Achille, tendinite de l'orteil, avec des aspects assez particuliers, comme ça, de doigts en saucisse, assez gonflés, pas toujours douloureux, mais qui sont visibles à l'examen physique, et qui peuvent exceptionnellement s'accompagner beaucoup plus tardivement de douleurs lombosacrées inflammatoires, donc de douleurs lombaires, de douleurs d'allure inflammatoire. On retrouve chez ces patients le gène HLA-B27, qui est un gène que l'on connaît dans la spondylarthrite ankylosante ou dans les spondylarthropathies. On retrouve ce gène très spécifiquement. Et attention, ce n'est de nouveau pas le gène qui transmet la maladie, mais une prédisposition à développer la maladie. Et ces enfants peuvent aussi faire des inflammations ophtalmologiques, oculaires, mais cette fois, elles sont symptomatiques, ce qu'on appelle les uveites antérieures aiguës, symptomatiques, où on a alors un œil tout rouge et qui fait mal. Souvent, on retrouve une histoire familiale chez ces enfants. Une histoire familiale de maladie aussi de type spondylarthropathie. L'arthrite psoriasique juvénile, c'est l'arthrite en fait qui est associée à du psoriasis, que ce soit de l'enfant ou du premier degré, qui était caractérisé aussi par ces aspects en saucisse de ces orteils qu'on appelle des dactylites, des sausage fingers en anglais, et qui est assez typique de l'atteinte du rhumatisme psoriasique. On doit bien surveiller, comme vous le voyez également sur cette diapositive, l'atteinte cutanée et particulièrement l'atteinte inguéale, c'est-à-dire l'atteinte des ongles. Le psoriasis peut toucher la peau, comme vous le savez, c'est une maladie de la peau, mais elle peut aussi toucher les ongles et le cuir chevelu. Donc, il faut vraiment rechercher ces atteintes chez les enfants en griffouillant, en recherchant, en allant frotter tout leur cuir chevelu pour exclure des lésions de type psoriasique à ce niveau. Et outre l'atteinte dactylite, il peut y avoir des atteintes aussi axiales et polyarticulaires, mais ça, c'est plus compliqué. La dernière forme, c'est la forme de ce petit garçon qui arrive dans notre service avec d'ailleurs qui est transféré d'un autre service après une hospitalisation prolongée, d'une fièvre de température, de pic de température assez typique. Une fois par jour, il y a toujours un pic thermique qui monte à 38-39, qui au même moment s'accompagne parfois d'une petite éruption cutanée assez fugace, que l'on retrouve, pas toujours, mais qui est parfois concomitante du pic de température, qui nécessite bien sûr une hospitalisation afin d'exclure tout processus, toute maladie infectieuse, et qui parfois met du temps à être diagnostiqué. Il n'est pas rare d'avoir des pseudo-diagnostics de type pneumonie parce qu'on se trompe sur le diagnostic. On veut d'abord exclure une infection parce qu'il peut y avoir un épanchement, une petite inflammation des poumons. On peut croire que c'est un foyer ou un foyer de microbes, un foyer infectieux. Il n'y a manifestement pas d'argument pour ce diagnostic et l'évolution reste péjorative malgré la mise en route d'antibiotiques. Les cultures, tous les prélèvements qu'on fait sont négatifs. Et parfois, plus tard, ou en même temps, on peut observer une arthrite, cette fois qui va identifier le diagnostic précis et marquer, si vous voulez, conclure le diagnostic d'une forme systémique. La prise de sang de ces enfants est assez inquiétante, avec des gros syndromes inflammatoires, des anémies importantes, une perte de globules rouges. Il n'y a aucun anticorps identifié, le plus souvent. Tous les prélèvements de culture pour rechercher un microbe sont négatifs.
Et on peut voir parfois, 1 an plus tard ou même 6 mois plus tard, l'arthrite, l'atteinte articulaire apparaître, comme c'était le cas chez cet enfant qui a quand même erré longtemps dans le schéma diagnostique et la recherche de sa maladie. Et donc, on a pu confirmer l'arthrite systémique lorsqu'on a une arthrite d'une ou plusieurs articulations avec des pics thermiques très spécifiques de plus de 2 semaines, des pics thermiques quotidiens, c'est-à-dire tous les jours, accompagnés d'au moins un des signes suivants, à savoir une éruption, des ganglions, un foie ou une rate augmentée de volume et des épanchements, des inflammations, soit des enveloppes du poumon ou du cœur parfois. Et donc, c'est une maladie qui touche plutôt le petit enfant, qui peut apparaître par contre dès le mois de naissance et qui touche autant les filles que les garçons et qui a un pronostic un peu moins bon, plus réservé parce que beaucoup plus agressif, tant sur le plan général que sur le plan également. D'abord parce qu'on met du temps souvent à faire le diagnostic, mais aussi parce que les atteintes articulaires peuvent être beaucoup plus sévères. Et comme ça touche les enfants plus petits, il y a un problème de croissance qui est beaucoup plus important. Cette forme se complique de troubles de la croissance, donc de retard de croissance par l'inflammation qu'elle entraîne et aussi par les médicaments qu'on est parfois obligé de mettre en route, comme la corticothérapie qui malheureusement n'est pas évitable dans ces formes-là. Il y a des complications aussi très particuliers, donc je n'ai pas la possibilité d'en parler ici, mais d'un syndrome d'activation macrophagique où il y a une activation comme ça dans le sang de certaines cellules de l'inflammation qui peuvent parfois vraiment entraîner des complications très graves. Et on pense qu'il y a vraiment une pathologie, une physiopathologie, donc un mécanisme différent dans ces formes, avec des protéines qu'on appelle les cytokines, qui sont des messagers de l'inflammation, qui sont prépondérants par rapport aux autres formes et qu'il conviendrait de bloquer beaucoup plus vite que d'autres cytokines impliquées dans les autres formes d'arthrite juvénile idiopathique. On peut imaginer également qu'il s'agit plutôt, dans certaines formes, d'un profil, non pas auto-immunitaire, mais plutôt auto-inflammatoire. Et là, on tombe vraiment dans des autres termes et des autres types de pathologies, mais qui font l'objet maintenant de beaucoup de recherches, notamment au niveau génétique. Je vous parlerai des projets CAP48 qu'on a en cours. Alors, la difficulté vis-à-vis de toutes ces maladies, c'est évidemment l'errance diagnostique. C'est de savoir chez qui aller, qu'est-ce qu'il faut faire, chez quel médecin il faut voir. Et je vous montre ici une petite étude qu'on a fait justement dans le cadre des cohortes CAP48, qui sont une cohorte belge d'arthrite juvénile idiopathique que l'on suit maintenant depuis plus de 7 à 8 ans, sur des arthrites juvéniles nouvellement diagnostiquées et suivies dans le temps. Et je crois que certains patients peut-être qui écoutent aujourd'hui font partie de cette cohorte. Et dans cette cohorte, on a les données cliniques et les données biologiques, les données de sang de ces patients au cours du temps, dès le début jusqu'à la dernière visite, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui pour un de ces patients qui fait partie de cette cohorte. Dans cette cohorte, on a l'objectif de pouvoir identifier des choses importantes, de pouvoir identifier éventuellement des marqueurs ou bien des attitudes ou bien des choses qui nous permettraient de pouvoir trouver le problème pour ralentir la mise en route de traitement, enfin, pour essayer de ralentir le temps qu'on va mettre pour poser le diagnostic et de voir quels sont les intervenants, par exemple, dans cette errance diagnostique. Ça a été le projet d'une étudiante dans le cadre du rôle des urgences dans la prise en charge des arthrites juvéniles, qui est en cours de publication pour le moment. Et donc, vous voyez qu'en analysant un petit peu les résultats, on remarque que l'ensemble des médecins consultés sont assez nombreux avant que l'on pose le diagnostic. Et comme vous le voyez en bas à gauche, on voit qu'un enfant sur 5 ont moins consulté plus de 5 médecins avant que l'on parle du diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a un problème dans le trajet de soins du patient et dans la non-connaissance de cette pathologie qui est quand même, rappelons-le, une maladie rare. Il y a des erreurs
pas des erreurs, parce que c'est un peu trop rapide de dire ça, mais il y a des diagnostics qui sont posés, qui ne sont pas les bons avant que l'on évoque le diagnostic d'une arthrite juvénile. Donc, souvent, on parle d'infection, ou bien de traumatisme, ou bien de rhume de la hanche, ou bien d'une maladie articulaire autre, et on ne donne pas toujours le bon traitement aux patients avec, vous voyez, plus de 20% qui reçoivent des antibiotiques alors que ça n'est pas nécessaire. Plus de 10% ont eu des plâtres alors que ce n'est pas nécessaire. Et donc, il y a vraiment un gros problème dans la prise en charge de ces enfants qui parfois peuvent errer. Et donc, le meilleur moyen de pouvoir mieux orienter, c'est de faire comme on fait ce soir, c'est-à-dire de l'information aux gens, tout public, de l'information scientifique, mais de faire mieux connaître cette pathologie aux médecins traitants et aux pédiatres et aux services des urgences également, et de pouvoir vous faire connaître la spécialité de la rhumatopédiatrie, qui sont les médecins qu'il faut référer et qui il faut aller pour suivre cette maladie rare de l'enfant et des différentes formes. Mais vous voyez qu'en moyenne, on met 8 mois pour faire un diagnostic dans notre cohorte d'anciens et de nouveaux patients, et que plus de 50% des arthrites juvéniles étaient passés aux urgences pour ce problème. Donc, vous voyez que malgré tout, c'est quand même un gros problème actuellement. Et donc, n'hésitez pas à envoyer vos enfants d'abord chez votre médecin traitant, votre pédiatre, et bien entendu, ensuite, d'essayer d'aller le mieux possible vers un centre de référence, un centre de rhumatopédiatrie reconnu. Après la visite, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je vous l'ai déjà un petit peu expliqué. Une fois qu'on pense au diagnostic, on fait des examens qui consistent à une prise de sang pour rechercher notamment les paramètres inflammatoires, les répercussions d'une inflammation éventuellement sur d'autres organes, rechercher des anticorps ou des marqueurs d'auto-immunité et parfois rechercher des éléments génétiques. On va également faire des examens complémentaires d'imagerie. On va essayer de compléter la symptomatologie par l'échographie, qui est vraiment maintenant l'outil important qu'utilisent les rhumatologues, un peu moins les pédiatres, mais ça va venir. On est en train de standardiser l'échographie en arthrite juvénile et en pédiatrie, notamment articulaire. La radiologie, évidemment, pour un peu, c'est toujours important de faire une radiologie de départ, avec malgré tout une faible irradiation, parce que c'est parfois une réticence de la part des parents, mais faire des radiographies de base, c'est important pour pouvoir suivre l'évolution de la destruction, de la croissance articulaire, et éventuellement, on est amené à faire parfois des IRM ou des résonances magnétiques. On peut parfois faire des ponctions, des infiltrations pour analyser le liquide articulaire, et puis on envoie alors l'enfant vers d'autres services ou d'autres mises au point, d'autres bilans pour essayer de rechercher les atteintes notamment oculaires, les atteintes systémiques, les complications éventuelles, ou pour faire des bilans très thérapeutiques, puisque les médicaments qu'on va utiliser sont quand même, dans la majorité des cas, des traitements immunosuppresseurs, des médicaments qui vont agir sur la régulation de l'immunité, et donc il faut faire parfois des préventions vaccinales ou des recherches d'infections préalables avant de mettre en route ces médicaments. Le suivi doit être régulier ensuite. On l'organise tous les 3 à 6 mois dans un premier temps et en fonction évidemment de l'évolution. On va essayer de dépister si le traitement a été mis en route, l'échappement ou la non-réponse thérapeutique. On va essayer d'adapter le traitement en fonction du patient, mais également en fonction de la croissance. Un enfant, ça grandit, ça prend du poids. Donc, les médicaments adaptés à l'âge de 7 ans ne sont pas les mêmes qu'à l'âge de 14 ans pour certains. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et en rhumatopédiatrie, on se pose également la question de savoir quand arrêter le traitement, quand est-ce qu'il faut espacer les médicaments, si on peut se permettre de tenter un arrêt thérapeutique. Quel traitement? J'en ai parlé plus ou moins, donc les anti-inflammatoires. Les corticoïdes le sont surtout en intra-articulaire, rarement en forme systémique, donc en forme orale, uniquement utilisés dans les formes non systémiques pour contrôler une situation inflammatoire aiguë, mais ne doivent pas être pris au long cours. Il n'y a que la forme systémique qui nécessite parfois une mise de corticothérapie un peu plus prolongée. Les traitements de fond sont le chef de file méthotrexate, mais il y a également la salazopyrine, le Plaquenil, les plus
récemment l'effinomide, qui est un autre médicament qui ressemble un petit peu au méthotrexate dans sa fonction. Et puis, on arrive aux traitements de type biothérapie, qui sont toutes ces thérapies dites ciblées, qui sont des thérapies biologiques, plus compliquées à mettre en place, à fabriquer, qui sont beaucoup plus coûteuses, mais qui sont beaucoup plus spécifiques et qui sont destinées à des enfants qui ne répondent pas au traitement de faux préalable ou aux anti-inflammatoires, éventuellement dans certaines formes. Alors, on avait dans le temps des chefs de file de type étanercept, adalimumab ou infliximab. On a pour les anti-TNF ce type de médicaments. On a le tocilizumab pour les agents qui vont bloquer spécifiquement l'IL-6, l'interleukine 6. On a des agents de co-stimulation qui vont bloquer les interférences et les actions entre différentes cellules de l'immunité. Et puis, plus récemment, on a une thérapie qui va cibler plus particulièrement l'interleukine 1, une protéine, une cytokine inflammatoire qui va surtout être prépondérante dans les formes systémiques avec le canakinumab. Il y a également les traitements non médicamenteux. Et ça, c'est vraiment important aussi. Il ne faut pas uniquement traiter le patient, il faut aussi l'accompagner des soins que je vais vous citer juste après, vous avoir énoncé. Ici, je mets un petit peu en Belgique, parce que c'est la différence parfois de certains pays, l'accès à certaines biothérapies l'est aujourd'hui que pour certaines formes. Et donc, autant nous avions eu l'Ambrelle, donc l'étanercept, depuis 2012, je pense, ou 2008, pour l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire. Nous avons eu plus de molécules dans les années 2016. Et puis ensuite, on a eu pas mal de molécules en 2018. On avait quand même beaucoup plus de choix, avec aussi l'arrivée de ce qu'on appelle les biosimilaires, qui sont ces molécules génériques qui peuvent être fabriquées après 10 ans de fabrication d'un original. Donc, l'étanercept a perdu sa licence, entre guillemets, après 10 ans, et on a pu fabriquer d'autres médicaments que sont les biosimilaires, qui sont les mêmes médicaments fabriqués différemment, enfin, autrement, et qui sont d'autres firmes, et qui ont permis de diminuer fortement le prix de ces molécules, qui, il faut le rappeler, sont quand même très coûteuses. Donc, on ne peut pas le donner à tout le monde, ça c'est évident. Et ce sont des médicaments qui sont entièrement remboursés aujourd'hui par la mutuelle. Donc, vous le voyez ici, les différents types d'anti-TNF dont on dispose aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai commencé, il n'y en avait pas du tout pour l'arthrite juvénile. Ça a commencé que 5 ans plus tard. Donc, on était quand même que dans les années 2000. Et puis, vous voyez le nombre de molécules qu'on a aujourd'hui à disposition pour traiter, cette fois, pas l'ensemble des arthrites juvéniles idiopathiques, mais on peut adapter, on peut indiquer ces molécules en fonction de certaines formes et à partir d'un certain âge. Vous voyez que les formes systémiques peuvent, depuis 2018, bénéficier de l'anti-IL-6 et de l'anti-IL-1 et ne nécessitent plus maintenant d'anti-TNF puisqu'on sait que la plupart de ces formes ne répondent pas à ces médicaments, notamment sur le plan systémique. Alors, je parlais de traitements non médicamenteux, mais donc ça, c'est aussi important. Il ne suffit pas de donner des médicaments, mais il faut accompagner évidemment l'enfant par le kinésithérapeute. Il faut vraiment faire de la kinésithérapie, soit localement le temps de l'atteinte articulaire, soit de manière chronique. Et nous disposons de pathologies lourdes, donc de remboursement de kinésithérapie intensive de plus de 60 séances par an pour les patients avec des arthrites juvéniles idiopathiques. Donc, on peut faire des papiers pour ça. Et on encourage fortement l'activité sportive et l'activité physique. C'est très, très important. Il ne faut surtout pas empêcher les activités sportives ou physiques chez les enfants qui souffrent d'arthrite juvénile idiopathique sous peine d'abîmer leurs articulations. C'est tout à fait faux. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir et de faire de la kiné chez les enfants. On peut parfois apporter une aide temporaire ou à long terme par l'ergothérapie. Donc, ces aides manuelles que l'on peut donner ou ces outils que l'on peut offrir aux patients pour préserver, épargner une articulation. Et souvent, nous travaillons avec des psychologues pour aussi aider l'enfant ou l'adolescent
à parler de sa maladie et à l'accompagner, et aussi les parents, parce que c'est des périodes qui ne sont pas toujours faciles, et surtout s'il y a eu un peu de recherche et d'errance, c'est des situations qui peuvent parfois traumatiser les gens. Et donc, dans tous les sens du terme, c'est important d'avoir une aide psychologique, et donc nous proposons souvent dans nos centres des aides en psychologie. Et tout ça également avec une infirmière, des infirmières qui nous accompagnent, qui sont importantes également pour l'éducation thérapeutique, le suivi, la conscientisation et toute une série de choses qu'on n'a peut-être pas le temps de faire en consultation 20 minutes ou d'une demi-heure. Donc, c'est important d'avoir une équipe multidisciplinaire qui nous aide, et d'où je reviens un petit peu sur la nécessité de prise en charge dans les centres de compétences ou de référence. C'est important d'avoir cela pour offrir tout ça à l'enfant dans sa globalité et dans sa prise en charge. Alors, le suivi, comme je vous l'ai dit, c'est tous les 3 mois. C'est un peu ce qui est préconisé aujourd'hui, mais ça peut évidemment être adapté à chaque enfant en fonction de sa pathologie, puisque je vous ai dit, les oligo-articulaires, en général, ça ne nécessite pas un suivi très intense au niveau articulaire. Ça dépend du problème aigu, bien entendu. Les contrôles ophtalmologiques, je vous en ai parlé. Il faut bien faire attention à la vaccination, c'est hyper important, et encore aussi principalement sous traitement, et prévoir des vaccinations, parce que, par exemple, certains vaccins vivants ne sont pas souhaités sous traitement anti-TNF. Alors, c'est vrai que quand un enfant a 7 ans, c'est peut-être pas très important, mais quand il a 18 ans et qu'il veut aller faire son voyage scolaire à l'étranger, avec maintenant des destinations très lointaines, c'est toujours embêtant de devoir arrêter son médicament pour faire une vaccination, notamment de la fièvre jaune. Donc, c'est important de pouvoir discuter de tout ça. Bien suivre la croissance. Comme vous voyez, on fait des courbes de croissance au fur et à mesure des visites. Et ceci, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais cette cassure est un signe parfois que l'évolution ne va pas bien, et qu'il y a une répercussion de la maladie sur la croissance globale de l'enfant. Donc ça, c'est important qu'on puisse identifier cela. Bon, ici, ce n'est pas tout à fait le cas, mais voilà un petit peu le type de difficultés qu'on a. Alors ensuite, il y a progressivement les problématiques propres à chaque âge. Bien sûr, il y a la sexualité, et puis il y a la pilule, la grossesse. Enfin, c'est des choses qu'on doit discuter, peut-être pas chez les enfants tout jeunes, mais évidemment, le pouvoir l'aborder le plus rapidement possible, et le pouvoir travailler et l'accompagner sur des questions qui sont ponctuelles et importantes pour l'enfant. Et puis, plus récemment, on s'occupe quand même un petit peu plus, et surtout depuis, je pense qu'il y ait des rhumatologues adultes dans la prise en charge de ces maladies, sur des maladies à long terme que certains enfants peuvent ou sont sujets d'avoir précocement, comme de l'ostéoporose, la théromatose, ou des problèmes de morbidité ou des maladies d'adultes qu'il faut prendre en considération aujourd'hui dans le suivi et dans la surveillance de l'enfant. Et puis, il y a toute l'étape de la transition qui va être cette période où on va avoir, en tant que rhumatopédiatre ou de pédiatre, quitter notre petit, qu'on a suivi depuis de nombreuses années, et qu'on va devoir mettre dans les mains d'un adulte, avec toute la différence que ça a de suivi, d'encadrement, le départ, la diminution de l'encadrement des parents. Enfin, il y a toutes ces périodes. Vous avez eu un super web séminaire là-dessus, et donc je vous encourage grandement à aller le voir, parce que c'est une période vraiment importante. Et ça aussi, ce sont des périodes transitionnelles qui sont mises en place par des centres de référence où il y a tout le personnel et les infrastructures pour faire cela. Alors, je termine un petit peu ici la partie en nouveaux patients, et je vais passer à la prochaine partie, qui est les anciens patients, qui sont les patients qui souffrent d'arthrite juvénile idiopathique. Pour introduire cette partie-là, j'ai envie quand même d'insister sur la question de où je peux me renseigner. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que, comme vous le savez, l'enseignement et l'apprentissage, vous allez le voir dans la seconde partie, il ne se fait pas dans des lectures
rapides, qui sont certes très amusantes, qui sont très certes divertissantes, mais qui ne sont pas toujours bourrées de bonnes informations. Je pense qu'il y a un appel qui peut se faire dans certaines revues dites de vulgarisation, où on peut aborder le projet. Donc, il faut pouvoir sélectionner ces différentes revues qui peuvent être de plus en plus scientifiques et qui peuvent finalement être des revues que nous lisons régulièrement. On devrait d'ailleurs lire quotidiennement. Et donc, ça fait partie de notre travail de pouvoir nous informer sur ce qui se passe dans la littérature et de pouvoir le prouver. Et donc, se méfier, bien entendu, de tout ce que vous avez entendu. C'est clair qu'il faut s'informer, il faut s'informer auprès de son équipe médicale. Et plus il y a d'intervenants, plus vous avez la possibilité de poser des questions par rapport à cette pathologie. Donc ça, c'est très important de pouvoir se référer à son équipe médicale. Si vous avez des questions, on est là. Il y a des associations de patients, comme vous le voyez aujourd'hui ce soir, on est là pour en discuter. Les associations de patients sont disponibles pour mettre à disposition des informations correctes. Je ne dis pas que tout ce que je dis, c'est super vrai, mais en tout cas, je pense le faire de manière très scientifique et éviter les phrases « on m'a dit »,« ma voisine a »,« la femme de mon frère a la même maladie »,« l'enfant de mon fils ». Toutes ces choses qu'on entend régulièrement et je pense qu'il faut vraiment faire attention. Vous n'êtes pas votre voisine, votre enfant n'est pas le fils du voisin et ce n'est pas, même si la maladie semble être la même, ce n'est pas la même non plus. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit et ce que vous entendez. Et donc, essayez d'être le plus scientifique possible. À l'inverse, on se retrouve effectivement avec des gens qui arrivent avec tout ce qu'ils ont lu sur Internet par rapport à ça. Tant pis, c'est notre devoir de pouvoir rassurer le patient et de pouvoir l'orienter avec des lectures correctes et des données correctes. Alors, on arrive ainsi à la partie pour les anciens patients, les patients qui sont diagnostiqués d'arthrite juvénile idiopathique. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouveautés dans la classification? On a des recommandations régulièrement, des critères de classification. Et donc, un des groupes qui s'occupe beaucoup de ça, c'est le PRINTO. Vous pouvez, si vous voulez, aller voir ce site Internet, c'est un site de référence. Il y en a un pour les patients, il y a le site Claire, le site Arthrite. Il y a tous ces sites qui nous permettent de pouvoir nous donner des informations avec un langage qui soit accessible pour les patients et qui sont basés sur des experts et des critères d'experts et des discussions d'experts pour donner des nouvelles classifications, des nouveaux critères diagnostiques. Et donc, pour le moment, on se doute bien que toutes ces classifications, ces 7 classifications, ne suffisent pas pour encore classer toutes les arthrites juvéniles idiopathiques. Donc, on y travaille régulièrement. Les experts travaillent sur une meilleure classification qui, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est basée sur l'aspect clinique, voire l'aspect biologique ou l'aspect historique, mais on pourrait éventuellement imaginer de classer les arthrites juvéniles autrement, par exemple avec des expressions cytokiniques, des expressions moléculaires, des choses beaucoup plus complexes qu'aujourd'hui on peut aborder dans l'accès avec certains examens, certaines techniques pour pouvoir analyser ces données beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus moléculaires, beaucoup plus génétiques éventuellement, qui vont pouvoir nous aider dans la suite pour mieux classifier les patients. Il y a des concepts aussi qui sont différents. Donc, il y a un article qui est récemment publié. Vous voyez que c'est avril, je ne l'ai pas mis, c'est avril 2022. Donc, c'est même pas encore publié d'ailleurs. C'est vraiment des notions où on pourrait encore mieux classifier les 7 arthrites juvéniles idiopathiques que l'on a identifiées jusqu'à présent. Nouveauté dans le diagnostic et dans le suivi, vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, quand on a un enfant devant nous, on ne sait pas toujours comment il va évoluer. On met des règles, des recommandations de suivi qui sont ce que l'on pense être le mieux, mais sans certitude et sans vraiment preuve officielle. Et donc, il nous faut aujourd'hui des marqueurs de diagnostic plus précis, des marqueurs de pronostic afin de savoir si le patient va avoir une mauvaise évolution ou une évolution plutôt gentille, s'il faudra assez vite mettre des antidouleurs, des
des antirhumatismaux ou bien des traitements biologiques. Donc, tout ça font l'objet de beaucoup de littérature aujourd'hui. On est sur la piste, on a travaillé, nous, sur la calprotectine dans les formes systémiques. Donc, on travaille sur des petites molécules comme ça qui peuvent être des intérêts éventuels. Je n'ai pas vraiment voulu faire de jaloux dans la présentation de ces marqueurs parce qu'il y en a beaucoup et qu'aujourd'hui, il faut encore les valider. Donc, c'est très important aussi d'avoir des cohortes, d'avoir des registres de patients parce que les données de patients que l'on suit dans la vraie vie, c'est très important par rapport à des études cliniques qui sont faites où on sélectionne plus spécifiquement les enfants. Quand on fait par exemple une étude pharmacologique pour étudier un médicament, il y a des critères très stricts qu'il faut remplir, alors que dans un registre, eh bien, on enregistre simplement l'enfant et on le suit avec des données biologiques ou des données cliniques au cours du temps, comme c'est le cas dans la cohorte 48, où on a des données de plus de 200 patients maintenant, depuis presque 10 ans maintenant de suivi. Donc, c'est quand même important de pouvoir gérer ces études de recherche de marqueurs dans ce type de données. Et donc, je vous encourage fortement à participer à cette cohorte belge d'arthrite débutante, que ce soit de l'enfant, mais également de l'adulte jeune de moins de 5 ans. Alors, l'échographie est vraiment un outil que l'on utilise de plus en plus. Déjà, en rhumatologie, on utilise beaucoup l'échographie ostéo-articulaire. C'est un peu notre stéthoscope aujourd'hui. Pour faire des échographies, c'est important. Donc, ça nous permet de pouvoir très bien voir, comme vous le voyez ici, sur une cheville, de voir très bien l'intérieur de l'articulation avec son tendon et l'inflammation qui est autour, ou de voir l'articulation qui peut être abîmée. Et de plus en plus maintenant, on a des développements de critères de développement d'appareils d'échographie ostéo-articulaire et de formation d'ostéo-articulaire, de pathologie rhumatismale inflammatoire en échographie ostéo-articulaire. Une nouveauté qui est assez innovante et que l'on fait également ici en Belgique, ce sont les biopsies synoviales. Vous savez que lorsqu'on a, par exemple, un problème de la peau, on a des tâches un peu inhabituelles, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un prélèvement de la peau pour analyser la peau et voir ce qui se passe au sein de cette peau pour avoir une origine, une certitude diagnostique. Pour l'articulation, c'est assez compliqué parce que l'articulation, elle est fermée, elle n'est pas vraiment accessible par l'extérieur et donc il faut aller dans l'articulation pour aller prélever un petit peu de tissu articulaire pour pouvoir l'analyser. En temps normal, l'articulation, elle est très fine, il n'y a qu'une toute petite lignée de cellules, il n'y a pas cet amas cellulaire comme vous le voyez ici, il n'y a pas ces franges synoviales importantes avec ces effluves de synoviales qui sont très enflammés. Et donc, ce n'est pas évident sur une articulation simple de le faire. Mais aujourd'hui, dans les arthrites, on peut, à l'aide de techniques très perfectionnées de toutes petites biopsies, éco-guidées, c'est-à-dire qui sont guidées par l'échographie que vous voyez ici. Vous voyez ici je ne sais pas si vous voyez l'image, mais en blanc, ici, sur l'échographie, vous avez la tige de la biopsie qui va venir prélever un petit prélèvement de tissu synovial qui va être ensuite analysé au microscope et nous donner ce type d'informations sur lesquelles on va pouvoir marquer ou rechercher des cellules ou des marqueurs de l'inflammation intéressants pour essayer de comprendre ou d'améliorer la prise en charge de l'arthrite, en diagnostic ou dans le suivi thérapeutique. Donc ça, c'est une étude qui se fait, enfin, des gestes qui se font dans certains centres et aujourd'hui, on le fait exceptionnellement dans certains centres, notamment pas en routine, mais en tout cas dans le cadre d'études cliniques ou d'études comme CAP48 pour essayer d'avoir un maximum de tissu synovial, pouvoir l'analyser dans le futur, à la fin de rechercher des marqueurs éventuellement intéressants pour doser ou pour identifier certaines caractéristiques particulières de l'arthrite en question. On a également des nouveautés dans le suivi. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, les adultes connaissent bien ça. On fait des scores d'activité, on mesure
les articulations qui sont douloureuses, les articulations gonflées. Chez les enfants, on regarde également les articulations qui sont limitées dans leur mobilité. Et donc, ce sont des scores qui nous permettent de pouvoir nous dire, en intégrant des données d'évaluation à la fois d'échelle de la douleur, par exemple, d'échelle d'évaluation du médecin, des parents ou de l'enfant, on peut ainsi, avec des scores, avec des paramètres aussi inflammatoires de la prise de sang, que ce soit la vitesse d'alimentation ou la CRP, qui sont des paramètres de l'inflammation, pouvoir nous déterminer une activité de la maladie, pour pouvoir nous dire si la maladie est active, importante, sévèrement, ou bien modérément, ou bien faiblement, ou bien enfin si la maladie est tout à fait en rémission. Et ça, c'est encore important aujourd'hui de pouvoir définir le chiffre, le seuil, le cut-off, comme on dit, de ces différentes échelles pour pouvoir définir qu'est-ce qu'une rémission clinique ou qu'est-ce qu'une maladie de faible activité. Donc, vous voyez qu'on évolue dans les scores d'activité clinique. Alors ici, on a des attitudes, bon, je ne vais peut-être pas passer sur cela, mais pour vous dire que maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à l'articulation temporomandibulaire. Donc, c'est compliqué, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on s'intéresse, on a des recommandations qui sont faites, non pas pour l'ensemble des arthrites juvéniles, mais justement sur des problèmes particuliers, les uvéites, qui accompagnent les arthrites juvéniles, sur les articulations temporomandibulaires de la mâchoire, qui accompagnent les arthrites juvéniles, ou bien encore sur différentes formes d'arthrite juvénile, comme vous le voyez ici. Je vais terminer avec cette diapositive-là pour vous montrer qu'en fait, il y a des nouveautés qui sont toutes nouvelles, toutes fraîches. Hein. Regardez les publications, c'est le 4 avril 2022 pour les dernières d'entre elles, en haut à droite et en bas à gauche. Ce sont des recommandations qui viennent d'être publiées et qui maintenant considèrent non pas les arthrites juvéniles dans leur ensemble, mais vous voyez l'approche, le suivi des arthrites de type anthésite, sacroïlite non systémique, des formes de type oligo-articulaire, temporomandibulaire ou les formes systémiques, ou bien les arthrites, les uvéites associées aux arthrites de type idiopathique juvénile. Donc ça, ce sont, vous voyez, je n'ai pas le temps de vous présenter ces recommandations, mais c'est un peu tout ce que nous, on doit suivre pour bien traiter, comme c'est recommandé, par un ensemble d'experts. Alors, vous pouvez voir des Belges là-dedans, il n'y a aucun souci, on fait tous partie de ces recommandations et donc on participe à ces différentes recommandations qui sont sélectionnées, qui sont choisies pour être celles que l'on doit suivre dans les prochaines années, les prochains mois, pour pouvoir assurer une meilleure surveillance et suivi de nos patients, de nos petits patients jusqu'à leur âge adulte. Le dernier point est les nouveautés thérapeutiques. Vous avez vu qu'il y a énormément de biothérapies qui sont maintenant disponibles, alors que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Et vous avez maintenant, alors que nous connaissons ça chez les adultes, nous avons les nouvelles petites molécules qu'on appelle, et gardez ce nom en tête, qui sont les JAK inhibiteurs, qui sont des molécules qui vont inhiber certaines protéines enzymatiques qui vont agir dans l'information à transmettre au noyau de nos cellules pour activer des protéines de l'inflammation ou fabriquer des protéines de l'inflammation. Et donc, ces protéines, lorsqu'elles sont bloquées, vont bloquer l'activation de toute une série de messagers qui ont pour rôle d'activer l'inflammation et d'emballer la réponse inflammatoire qui est présente dans les arthrites juvéniles idiopathiques. Donc, ces molécules ont la particularité de pouvoir bloquer plusieurs cytokines à la fois, de bloquer à la fois l'IL6, de bloquer le TNF, de bloquer toutes ces différentes cytokines qui interviennent dans l'inflammation. Elles ne sont plus vraiment ciblées, elles sont plutôt un peu plus larges. Et la caractéristique de ces JAK inhibiteurs, c'est aussi que ce sont des médicaments qui se prennent oralement. Et donc, on n'a plus besoin de piqûres, on n'a plus besoin de sous-cutanées, on n'a plus besoin d'intraveineuses, comme c'est le cas avec les agents biologiques que l'on connaît tous maintenant. Donc, ces JAK inhibiteurs
sont reconnus maintenant pour faire partie de l'arsenal thérapeutique de l'arthrite juvénile idiopathique. Et vous voyez que c'est une revue de grande envergure. Le Lancet, c'est la référence médicale différente pour la science ou de femmes d'aujourd'hui, même si c'est une très chouette revue, on s'entend bien. Donc, c'est très important de savoir qu'on a maintenant aussi pour les enfants des nouvelles molécules et on a également des nouvelles molécules qui arrivent dans les arthrites associées aux anthésites avec les inhibiteurs des IL-17. Donc, ça, c'est une autre partie de l'histoire. Et donc, pour vous dire que tout ça évolue, tout ça est prometteur et tout ça est aussi à disposition dans les centres de référence, puisque les centres de référence ont la capacité de pouvoir faire des études cliniques avec une disposition des molécules à l'avance, avant qu'ils ne soient remboursés officiellement. On peut disposer de ces molécules dans des études cliniques de différentes phases, où on peut administrer ce médicament à certains enfants sélectionnés pour pouvoir bénéficier de ce médicament. Donc voilà, je terminerai avec cette petite note positive sur la perception thérapeutique. Et je terminerai également avec cette photo, où je n'ai pas mis tout le monde, je ne veux pas faire de jaloux, mais juste pour vous donner l'information que les arthrites juvéniles aujourd'hui se traitent. Il peut y avoir certaines conséquences, mais ça n'empêche pas que ces enfants arrivent à l'université, réussissent leurs études, sont des informaticiens ou des futurs politologues, ont des enfants, comme vous le voyez ici. Je suis assez fière des petits bébés qui sont issus de ces enfants que j'ai suivis. Et donc, tout ça, c'est un message positif pour vous dire que les gens peuvent vivre une vie normale, peuvent aboutir à une croissance et à une éducation normale, à une vie professionnelle et une vie de maman ou de papa, et que tout ça est bien positif grâce à un diagnostic plus précoce, à un diagnostic mieux fait, à une prise en charge par des gens compétents et par la disposition de molécules de bonne qualité et prometteuses. Voilà. Merci et je suis donc ouverte à vos questions. Voilà, en tout cas, déjà un tout grand merci pour votre présentation qui était vraiment complète, autant pour les nouveaux diagnostiqués qui malheureusement découvrent ce monde et pour ceux qui sont déjà et qui ont besoin de plus d'informations. Nous allons passer aux questions-réponses. Donc, pour les gens qui sont avec nous, vous pouvez les mettre dans les commentaires sur Facebook ou dans la discussion ici sur Zoom. Alors, j'ai une première question. C'est au niveau des effets secondaires du méthotrexate. Parmi ceux-là, donc, il y a la perte de cheveux, entre autres. Et comment peut-on gérer au quotidien, en fait, chez des enfants qui peuvent parfois être en bas âge voilà. Alors, le méthotrexate, c'est un problème pour certains enfants, déjà pour sa tolérance. Donc, il y a quand même 10 à 15% des enfants, comme d'ailleurs les adultes, mais c'est plus spécifique quand même pour les enfants, d'intolérance. C'est-à-dire, ils ne supportent pas. On a beau utiliser toutes les subtilités, donc on peut utiliser je parle d'abord de l'intolérance digestive, c'est-à-dire que les enfants peuvent ne pas supporter le médicament, avoir des nausées, des vomissements, des céphalées, des maux de tête dans les 24 à 48 heures de la prise de médicaments. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver chez 10% des enfants, ça, on le sait. Alors, parfois, ça s'atténue avec le temps, parfois, ça reste et c'est impossible de faire autrement que de shifter de thérapeutique. C'est grâce à ça qu'on a pu aller vers des agents biologiques plus vite parfois à cause de cette intolérance digestive. Alors, on doit bien entendu bien contrôler la prise de sang parce que le méthotrexate est un médicament bien toléré, mais qui peut parfois faire des anomalies dans la prise de sang avec une chute des globules blancs ou une altération des tests hépatiques. Et donc, ça, on doit le surveiller avec la prise de sang. C'est assez facile. Et une fois qu'on le voit, si on l'observe, l'arrêt du médicament permet un retour à la normale tant qu'on n'a pas été trop loin dans la prise du médicament. Pour la perte de cheveux, c'est aussi important, on l'observe. C'est vrai qu'il faut toujours essayer d'insister quand même par rapport mais c'est
un problème d'adulte quand même, hein. C'est moins un problème d'enfant, mais ça peut arriver. Donc, soit on donne des suppléments de vitamines pour les cheveux, on peut aider un petit peu à cela, mais malheureusement, parfois, ça peut parfois être un motif d'arrêt. Donc ça, c'est à discuter avec le médecin et avec les enfants et la famille. Donc ça, c'est important. Il y a des enfants qui ont un problème de ne plus avoir une grosse touffe de cheveux. Donc ça, c'est tout à discuter. Mais le médicament est quand même très important. Après, les subtilités, si la forme morale ne fonctionne pas ou n'est pas bien tolérée, on peut éventuellement passer à la forme sous-cutanée qui marche parfois très bien, où on récupère des intolérances digestives et on récupère aussi des adhérences thérapeutiques. On récupère une adhérence au traitement, donc un suivi thérapeutique important. Il faut toujours prendre en alternance, en supplément, de l'acide folique qui permet de diminuer ces effets secondaires généraux, mais aussi surtout sanguins. C'est un gros problème, effectivement, mais on prévient, on suit, on utilise des petites astuces. Je dirais que je connais bien les mamans qui ont utilisé toutes les astuces possibles, mais il y a un moment où c'est vrai que l'enfant n'est pas dupe. Et donc, il y a des intolérances qui peuvent être, même au goût ou la vision, c'est vraiment important. Est-ce que l'adhérence est plus compliquée en pédiatrie par rapport à, je pense par exemple, aux corticoïdes qui peuvent avoir des goûts parfois Ouais. complexes et même aux effets secondaires Bah, ça dépend de l'âge, ça dépend aussi de la discussion qu'on a eue, ça dépend aussi c'est vrai qu'un enfant qui a une arthrite juvénile, souvent, c'est comme toutes les maladies chroniques, il a quand même une maturité qui est un peu différente qu'on retrouve beaucoup chez les enfants avec des maladies chroniques. Et donc, c'est vrai que s'il comprend bien que c'est pour son bien, eh bien, voilà, il sait qu'il doit se traiter et suivre son traitement. C'est vrai qu'il y a les parents qui aident beaucoup, à la différence d'un adulte où finalement on n'a que l'adulte en soi qui ne prend pas ses médicaments. Ici, s'il ne prend pas ses médicaments, il y a les parents qui sont derrière. Donc, il y a vraiment toute une dynamique qu'on doit mettre en place. Et bon, il y a des fois où c'est vrai qu'on est obligé parfois de passer à des sous-cutanés pour justement améliorer l'adhérence. Parce que justement, c'est plus facile de rejeter, surtout chez les petits, de cracher un médicament, une piqûre qui, une fois qu'elle est donnée, elle est prise. Donc, c'est vrai que quand on a un doute sur l'adhérence ou sur l'absorption, en tout cas, pas toujours volontaire, mais quand on a un doute, c'est vrai qu'on passe à des formes sous-cutanées ou intramusculaires. Donc, nous avons une autre question qui est, vous voyez souvent des apparitions simultanées d'arthrite juvénile et de déficit immunitaire? Oui, enfin, c'est en tout cas décrit, on en voit. Donc, le déficit immunitaire le plus fréquent qu'on voit, c'est le déficit en immunoglobulines de type A, qui est le plus fréquent chez les enfants, statistiquement, donc pas directement lié à l'arthrite juvénile idiopathique. Il y a d'autres déficits immunitaires, mais qui sont larges, le déficit immunitaire, hein, ça peut vraiment aller de quelque chose de léger à quelque chose de très sérieux. C'est un peu plus fréquent pour les déficits immunitaires comme un variable, mais ce n'est pas non plus très fréquent. C'est quand même 2 maladies rares cumulées, ça fait aussi très, très rare. Et donc, on a, c'est pas non plus, ça fait partie un petit peu du bilan de faire au moins un bilan immunitaire de base pour être sûr que l'arthrite en elle-même n'est pas liée au déficit immunitaire et non pas une arthrite juvénile idiopathique. Comme je l'ai dit dans la définition, arthrite juvénile idiopathique, ça signifie qu'on a exclu toute recroute. Donc, on doit exclure un déficit immunitaire qui pourrait être à l'origine de l'arthrite juvénile. Mais il peut y avoir le déficit le plus fréquent, c'est celui du déficit en immunoglobulines de type A, que les gens, avec lesquels les gens vivent très bien. Hein. Voilà. Vous avez parlé longuement des classements, du coup, mais quand on passe en transition en adulte, ces classements sont toujours valables ou passe-t-on à un classement adulte C'est une très bonne question, Justine. C'est vrai que c'est un peu malheureux aujourd'hui. Peut-être que maintenant, ça change un peu, mais avant, on avait une arthrite juvénile XYZ et puis on devenait polyarthrite rhumatoïde ou bien on devenait spondylarthrite. Notre arthrite juvénile, on l'oublie.
Et donc, parce qu'on est passé simplement dans un segment adulte. Non, je pense qu'il faut essayer, c'est sémantique et c'est assez psychologique et un peu historique, mais je pense qu'il faut quand même essayer de garder cette maladie, le nom de cette maladie en tout cas. Aujourd'hui, on sait qu'elle ressemble, mais ce n'est pas. Donc, aujourd'hui, moi, dans mes suivis, je maintiens arthrite juvénile idiopathique et ça m'arrive de voir des patients adultes qui ont une forme sévère ou séquelaire, de continuer à appeler, enfin, de sous-entendre que c'était une arthrite juvénile idiopathique au vu de la ce qui peut éventuellement m'expliquer sur peut-être le côté réfractaire à certains médicaments que je donne habituellement chez les adultes. Donc, en sachant ça, ça nous indique quand même une petite notion sur l'orientation des biothérapies qu'on va utiliser ou des traitements qu'on va utiliser. Donc, je pense que c'est très important, malgré tout, de rester, de garder son identité pathologique, entre guillemets. Maintenant, après, on est obligé de faire un amalgame de pathologies d'adultes, puisqu'on passe chez les adultes et que tous les rhumatologues adultes ne sont pas habitués à ce type de pathologie. Donc, voilà, mais il faut exprimer ça, je pense, avec son rhumatologue, pour pouvoir dire, mais non, je n'ai pas une polyarthrite rhumatoïde, j'ai une arthrite juvénile de type polyarticulaire à facteur rhumatoïde positif. Voilà, c'est un nom qu'on m'a donné, je garde ce nom jusqu'à la fin si c'est toujours cette maladie. Mais c'est très personnel, après. Mais je pense que pour l'orientation des médicaments, ça peut être important de maintenir ça. Et aussi pour le pronostic, parce qu'on sait qu'il y a des atteintes articulaires qui sont plus spécifiques, notamment les temporomandibulaires, ça ne se voit pas chez les adultes, très peu. Donc, il faut le savoir si quelqu'un se met à avoir du bruxisme ou à avoir des problématiques de dentition, d'avoir ça chez un adolescent de 20 ans, un jeune de 20 ans, de pouvoir même rechercher ça dans le bilan. D'accord, un tout grand merci. Il y a une question aussi sur le pourcentage de chances de rémission en fait, des polyarthrites juvéniles. Ouais. Donc ça, c'est une bonne question aussi. Je pense qu'on peut donner un message positif. D'abord, c'est quoi la rémission? Donc ça, c'est un peu la diapositive que je vous avais exposée, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, on essaye de déterminer la rémission clinique selon des scores bien précis. Alors, est-ce que rémission, ça veut dire 0, 0, 0, 0? Ça veut dire je n'ai plus rien, je n'ai plus d'activité, je n'ai plus de maladie, je n'ai plus d'inflammation, je n'ai plus de séquelles, je n'ai plus rien. Est-ce que ça signifie, aujourd'hui, ma maladie, elle est éteinte, puisqu'on n'a pas de traitement de guérison, ça c'est l'autre notion à avoir. Donc, la rémission, je pense qu'on l'obtient aujourd'hui à plus de 50%. Ça dépend des formes, c'est aussi pour ça que c'est important de savoir quelle forme c'est. Les arthrites oligo-articulaires sont les meilleures, et donc on a vraiment plus de 60 à 70% de rémission chez ces enfants. Par contre, dans les formes systémiques, c'est les moins bonnes, entre guillemets, et on peut avoir encore 20 à 30% de rémission complète. Mais aujourd'hui, avec les médicaments qu'on a, c'est maintenir la rémission qui est importante. C'est l'atteinte et puis de la maintenir. Et donc ça dépend de plein de choses. Mais je pense qu'on peut vraiment se dire qu'on a 50% de rémission obtenue avec les médicaments de biothérapie et autres. Et on peut dire vraiment 70% en termes de faible activité. C'est ça la nuance, en fait, de définition. Mais avec tous ces médicaments, on a beaucoup plus de choix et on peut agir plus vite. Avant, on gardait longtemps un médicament pour lui donner toute sa chance. Maintenant, c'est vrai que comme on a plus de choix, on peut shifter ou revenir vers la médication en fonction. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est beaucoup plus un luxe aujourd'hui d'avoir tout ça. Et ce n'est pas fini, donc je pense qu'on peut encore avoir cette attitude de discussion, de passage. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme chez les adultes, c'est un peu une petite roulette russe, c'est-à-dire qu'on va, on va tourner les possibilités et on va prendre celui qui nous est à disposition. C'est vrai qu'un jour, on aurait besoin d'avoir plutôt quelque chose qui nous puisse dire c'est ce médicament-là qu'il nous faut à tel moment de la vie ou à tel moment de l'évolution. Voilà. Je pense qu'on va terminer sur cette note positive.
parce qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup, professeur Bado. Et merci à vous, à toi Justine et à Alexandre d'avoir co-animé cette webconférence et pour votre disponibilité aussi parce que je rappelle quand même que vous êtes des patients, des gens professionnels et aussi des bénévoles. Et je crois que ça, c'est très important. Donc, merci à tous les gens qui ont été présents et bravo, et donc qui peuvent revoir ça ultérieurement. C'est ça, mais ça nous tient à cœur d'informer les patients et c'est pour ça aussi que on fait cette association. C'est très important. Et donc, rejoignez-les. Voilà, vous faites le message à ma place. En tout cas, oui, c'est important que vous deveniez membre pour être informé justement des différentes actions que nous faisons. Comme bientôt, nous allons sortir une brochure sur l'arthrite juvénile. Et donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant par notre site internet, donc claire.be, ou par nos réseaux sociaux aussi. Car il y a les Journées Claires le 23 avril prochain, où on aura l'occasion de se retrouver après ce Covid pour pouvoir un peu nous rencontrer, nous discuter ensemble, et je pense que ça nous fait du bien. Et nous aurons l'occasion de faire des ateliers sur le bien-être, sur le sport doux, par exemple, le Qigong, ou voilà, bien d'autres. Je vous laisse le loisir d'aller sur le site de Claire pour plus d'informations. Et alors, vous pourrez réécouter ce webinaire aussi qui sera donc sur notre page Facebook et sur notre site internet et notre page YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas eu l'occasion de vous informer. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée.